Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF au Haute-Marne pour un nouveau numéro de notre émission mensuelle en partenariat avec le Centre Hospitalier de Troyes. Nous installons une nouvelle fois notre studio au Relais H Café de l'hôpital Simone Veil. Et en ce mois d'octobre, pour cette émission du mois d'octobre, nous allons nous intéresser au dépistage du cancer du sein, puisque octobre, c'est le mois Octobre Rose. Et nous avons avec nous 5 professionnels de santé de l'hôpital de Troyes, avec tout d'abord le docteur Ségolène Coulon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes radiologue, scénologue. Merci de participer à cette émission. Nous sommes également avec le docteur Frédéric Grolier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien. Merci d'être avec nous. Le docteur William Mina. Bonjour. Oncologue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec le docteur Joseph Fabre. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Radiothérapeute. Et enfin, nous sommes avec Camille Labille. Bonjour. Vous êtes infirmière au dispositif d'annonce et donc vous écoutez les patients une fois le diagnostic du cancer du sein posé. On va dérouler avec vous justement tout le processus d'accompagnement une fois le diagnostic du cancer du sein. Mais avant ça, je voulais commencer avec vous sur les chiffres généraux du cancer du sein aujourd'hui en France. Avec vous, docteur Grolier. Oui. Alors, tout d'abord, l'actualité du jour qui est marquée par le décès de Jacques Chirac. Et l'occasion quand même de lui rendre hommage puisque c'est lui qui, au cours de son mandat présidentiel, a été un élément moteur pour la création du plan cancer. Dépistage organisé. Voilà, ouais. Avec également la création de l'Institut national du cancer sous son mandat et la généralisation du dépistage organisé pour le coup du cancer du sein qui s'est fait également au cours de son mandat présidentiel. C'était important de le rappeler. Merci alors, beaucoup. En termes d'épidémiologie, le cancer du sein, donc on peut rappeler quelques chiffres. Tout d'abord, c'est le cancer qui est le plus fréquent chez la femme, donc en France, mais également dans le monde. Donc pour situer les données du problème en quelques chiffres, ça représente environ autour, alors un peu plus ou moins de 55 000 nouveaux cas par an, ce qui représente quand même un tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme. Donc ça situe tout de suite l'importance de problèmes en termes de santé publique et ce qui va représenter environ 12 000 décès par an, ce qui veut dire que ça représente environ un décès sur 5 d'une femme qui décède de cancer, décède d'un cancer du sein. Et on peut, si on veut un chiffre qui marque l'esprit, dire aujourd'hui qu'il y a environ une femme sur 8 à une femme sur 9 qui sera confrontée au cancer du sein un jour au cours de sa vie. D'où l'importance du dépistage organisé. À partir de 50 ans, docteur Ségolène Coulon, est-ce qu'on a des chiffres plus précis peut-être pour l'Aube justement? Est-ce que les Auboises participent massivement à ce dépistage? Voilà, alors on a des chiffres relativement récents qui montrent que le taux de participation au niveau national a été estimé à 50,3%. Alors que dans l'Aube, le taux de participation est aux alentours de 57,7%, ce qui est bien, ce qui montre que les patientes viennent pas massivement, pourraient faire mieux, mais effectivement c'est un chiffre qui est intéressant et positif par rapport au niveau national. Au niveau des diagnostics de cancer ici à l'hôpital de Troyes? Alors cette activité montre qu'on recense à peu près 86 cancers du sein dépistés grâce à la campagne de dépistage chaque année. Et ce qui est important également, c'est que 10 cancers sur ces 86 cancers sont découverts à l'occasion de la seconde lecture, qui est pratiquée systématiquement après chaque mammographie de dépistage, ce qui représente 11,8% des cancers. Le dépistage du cancer du sein dans l'Aube, donc on le rappelle, c'est à partir de 50 ans, c'est ça? Tous les 2 ans? À partir de 50 ans, tous les 2 ans jusqu'à 74 ans. C'est une association particulièrement aussi qui gère ça en lien avec l'hôpital dans l'Aube? Comment ça se passe? Oui, c'est géré par une association, l'ADK, qui s'occupe de convoquer, d'envoyer les convocations aux patientes. Voilà, en même temps, il y a plusieurs praticiens sur différents centres qui sont habilités à faire ce genre d'examen pour le dépistage. Alors, docteur Ségolène Coulon, vous allez garder la parole puisque, je le disais, vous êtes donc radiologue scénologue, vous êtes le médecin qui intervenait en début de processus, donc c'est vraiment vous qui vous occupez du dépistage, la mammographie, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, on accueille les patientes avec leur invitation pour le dépistage.
On leur fait la mammographie, qui est un examen rapide, simple, sans douleur. Et à partir de là, on détecte d'éventuelles anomalies qu'on retient ou non. Et à partir de ce premier examen, on complète par d'autres examens complémentaires s'il y a besoin, des échographies, des clichés complémentaires pour mieux apprécier l'anomalie. Et à partir de là, si on retient une anomalie, on part sur une enquête de diagnostic, c'est-à-dire devant chaque anomalie détectée, on fera différents types de prélèvements pour aller prouver histologiquement la nature de cette anomalie. Une anomalie n'est pas forcément égale à un cancer? Non, une anomalie n'est pas forcément égale à un cancer, loin de là. Mais effectivement, la mammographie détecte différents types d'anomalies. Ça peut être des petites opacités, ça peut être des microcalcifications, mais toute anomalie n'est pas un cancer. Alors vous l'avez rappelé, cette mammographie, c'est un examen relativement bénin, c'est ça aujourd'hui, mais est-ce qu'il fait encore peur à certaines femmes quand même? Oui, il fait peur à certaines femmes. Certaines trouvent ça encore douloureux, même si les niveaux de compression des seins sont relativement peu important, mais enfin pour pouvoir faire une mammographie de bonne qualité, il faut un minimum de compression. D'autres pensent que c'est un examen qui est potentiellement irradiant, mais finalement c'est pas l'irradiation liée à la mammographie qui comporte des risques. Donc non, j'encourage vivement les femmes à faire cet examen qui est vraiment quasiment indolore et qui permet de découvrir beaucoup d'anomalies avant même qu'elles soient perceptibles cliniquement. Mais qui est gratuit, hein, cette mammographie, on ne l'a pas précisé encore. Tout à fait, elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Alors pourquoi 50 ans justement pourquoi cet âge précisément pour le dépistage? Alors cet âge, probablement parce que des études statistiques ont été faites pour apprécier l'âge où le dépistage est le plus rentable entre guillemets. Après ça, je pense qu'un dépistage individuel serait vivement conseillé à partir chez certaines femmes. Bon, après le choix des 50 ans, c'est un choix qui a été déterminé au niveau national. Effectivement, ils ont dû se baser sur à la fois des facteurs de risque, dont l'âge, puisqu'on observe la plupart des cancers du sein dans une tranche d'âge bien spécifique, et puis également les effets de l'irradiation répétée, qui en mettant un âge trop jeune pourrait exposer la femme à des irradiations répétées sur le long terme potentiellement dangereuses, couplé à des données de santé publique et puis également de coûts, et tout ça pour déterminer cette fourchette d'âge qui est sans doute la plus intéressante pour dépister les patientes dans le cadre d'une campagne de dépistage organisée qui est différente d'un dépistage individuel qui peut être proposé chez des femmes avec d'autres facteurs de risque bien spécifiques. Justement, peut-être une question encore pour vous, docteur Ségolène Coulon. Si une femme craint d'avoir un cancer du sein avant 50 ans, il y a des symptômes particuliers justement pour le détecter? Oui, tout à fait. Alors là, c'est l'autre catégorie de patientes qu'on accueille régulièrement dans notre service. C'est des patientes qui consultent un médecin pour une anomalie clinique qui peut être un petit élément perçu, une petite boule, ça peut être un écoulement mamelonnaire, ça peut être une modification de l'aspect du sein, enfin ou simplement des douleurs. On a beaucoup de patientes qui consultent effectivement pour des anomalies cliniques qui ne sont pas forcément un cancer, heureusement. Docteur Ségolène Coulon, je crois qu'il faut qu'on vous libère, hein, c'est ça, puisque vous avez des patientes justement à aller voir. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. Merci. En début d'émission sur RCF au Haute-Marne. Leur travail, c'est la santé qui se poursuit. Alors, je vais me tourner du coup vers vous, docteur Frédéric Grolier. Une fois le diagnostic posé, c'est vous qui intervenez pour la chirurgie, c'est bien ça? Alors oui, en effet, donc, le dépistage organisé a aussi pour avantage de permettre de détecter des lésions de petite taille, et donc en conséquence le plus souvent au stade localisé. Donc on est amené très souvent à l'issue d'un diagnostic positif de cancer du sein à recevoir les patientes qui nous sont adressées soit par les médecins de ville ou par nos collègues d'oncologie et radiothérapie.
Et le plus souvent, effectivement, la prise en charge du cancer du sein démarre par l'étape chirurgicale. Il y a forcément besoin d'une intervention chirurgicale pour chaque cancer du sein ? Alors, au jour d'aujourd'hui, on va dire que la chirurgie reste le traitement de référence avec les autres traitements qu'il peut y avoir autour. Mais aujourd'hui, sauf études cliniques ou pratiques bien spécifiques dans certains centres particuliers ou contre-indication à la chirurgie, le cancer du sein relève d'une prise en charge chirurgicale pour les maladies localisées. Il y a 2 types de chirurgie, c'est ça, pour le cancer du sein ? Soit on va enlever le sein ou on le garde ? Alors, c'est bien ça ? Alors les 2 types de chirurgie concernent le geste qui va être fait au niveau de la glande mammaire et le geste qui va être fait au niveau ganglionnaire. Après, effectivement, pour ce qui est fait au niveau du sein, il peut y avoir des traitements qu'on appelle conservateurs, donc à savoir une mammectomie partielle, où on retire uniquement la zone du sein qui est touchée par la maladie, et à l'inverse, des traitements qui passent par une ablation complète du sein. Ça, c'est le geste au niveau mammaire. Il peut y avoir, dans certains cancers, un geste également au niveau ganglionnaire, puisque certains cancers qu'on appelle cancers infiltrants peuvent disséminer, et notamment au niveau ganglionnaire. Et donc, lors de la prise en charge chirurgicale de ces cancers du sein, il y a également un geste chirurgical au niveau ganglionnaire, au jour d'aujourd'hui, le plus souvent par un prélèvement de ganglions sentinelles. C'est une chirurgie, ce sont des opérations forcément particulières, délicates ? Alors, c'est des interventions qui sont courantes, qui sont réalisées tous les jours pratiquement ici dans l'établissement, avec désormais une grande part d'intervention de prise en charge dans le cadre en chirurgie ambulatoire, donc avec des patientes qui rentrent le matin, qui sortent dans l'après-midi. Désormais de moins en moins d'hospitalisation pour ce type de chirurgie, avec des effets secondaires qui existent, mais qui ont pu, au fil du temps et des évolutions des prises en charge, diminuer, notamment grâce à l'ambulatoire, grâce à la technique du ganglion sentinelle qui permet d'éviter désormais un prélèvement complet de la chaîne ganglionnaire. Donc au fil des années, l'évolution des techniques et des modes d'hospitalisation a quand même nettement permis de diminuer les effets secondaires de ce type de chirurgie. Donc la chirurgie, le point de départ obligatoire, c'est forcément l'opération d'abord, c'est pas la chimiothérapie d'abord. Alors là, je passerai ensuite le relais à mes collègues, mais si on essaye de résumer, quand la maladie est localisée, sauf cas particulier et profil de lésions bien spécifiques, ça mes collègues vous en parleront mieux que moi, on démarre par l'intervention chirurgicale. Et à côté de ça, il existe en effet quelques cas, soit parce que la maladie a touché d'autres organes, ou soit parce que c'est un type de cancer bien spécifique. C'est nos collègues oncologues radiothérapeutes qui prennent le relais et qui initient la prise en charge, donc ils pourront vous en parler mieux que je ne. Alors je me tourne justement vers le radiothérapeute d'abord ou l'oncologue ? Le radiothérapeute. Je suis le docteur Fabre, le chef de service de la radiothérapie oncologie. Et c'est vrai que donc l'oncologue médical et le radiothérapeute travaillent main dans la main après le chirurgien. Je confirme ce qu'a dit le docteur Grolier, c'est-à-dire qu'en 2019, la chirurgie reste la pierre angulaire du traitement du cancer du sein, dans la très grande majorité des cas. Un petit mot aussi sur le dépistage. C'est vrai qu'il y a eu des controverses et ma position également en tant que chef de service, c'est vraiment de mettre l'accent sur l'importance de ce dépistage, car comme l'a dit le docteur Grolier, plus on prend la maladie tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Donc voilà, cette controverse, à mon avis, est un peu délétère parce qu'on voit arriver des patientes qui refusent ce dépistage et qui donc nous sont présentés avec des maladies très avancées et pour lesquelles, bien entendu, les traitements seront plus lourds et les chances de guérison réduites. Alors la radiothérapie, justement, après une opération, elle consiste en quoi ? Alors, donc la radiothérapie, déjà il faut savoir que c'est une étape quasi systématique après la chirurgie, notamment après lorsque l'on laisse, lorsque l'on fait un geste partiel, une tumorectomie ou une mastectomie partielle.
Donc c'est un passage quasi obligatoire. En cas de mastectomie, la radiothérapie ne se discute que pour des maladies très agressives. Et en fait, il faut savoir qu'avant la chirurgie et après la chirurgie, on discute entre nous, entre spécialistes, en fonction de ces caractères microscopiques de la maladie qu'on appelle l'analyse anatomopathologique. Et c'est vraiment de cette discussion que part tout le traitement. S'il y a ces critères d'agressivité particuliers qui sont présents après mastectomie, on pourra être amené à faire une irradiation. Donc cette partie radiothérapie, c'est pour beaucoup de types de cancers, en tout cas, ou tous les cancers? Oui, voilà, la quasi-totalité des patientes bénéficieront d'une radiothérapie, elle est indiquée. Et donc, comment ça se passe pour la radiothérapie? Il faut savoir, donc, une fois qu'on a fait cette réunion pluridisciplinaire, la patiente est revue par le radiothérapeute. En consultation, il va refaire le point sur la maladie avec elle, vérifier que voilà, toutes les informations qu'il a eues lors de cette réunion sont justes. Et il va lui proposer un traitement, un protocole de radiothérapie adapté, car des protocoles de radiothérapie, il en existe plusieurs, et qui sont différents selon l'endroit où la patiente est prise en charge en France. Il y a quand même des recommandations officielles, mais on sait qu'il y a plusieurs types de protocoles où sont modifiés le nombre de séances et la dose par séance. Donc si une patiente est prise en charge chez nous à Troyes, elle n'aura pas forcément le même nombre de séances que si elle était prise en charge à Paris ou dans un autre centre. La durée approximative? Donc la radiothérapie, je dirais que le protocole standard, c'est la réalisation de 25 séances de 20 minutes sur tout le sein, et on fait ensuite 8 dernières séances qui sont localisées, qui font 20 minutes également, qui sont localisées sur ce qu'on appelle le lit opératoire, la cicatrice qu'aura laissé le chirurgien là où était située la tumeur. C'est à raison de 1 séance par jour, 5 jours par semaine, et je me permets d'insister sur le fait qu'il est très important de ne pas interrompre la radiothérapie. Si par exemple on interrompt la radiothérapie d'une semaine, on sait qu'on perd du bénéfice de cette radiothérapie. Cette radiothérapie, c'est pour tuer le cancer définitivement, éviter la récidive? Exactement. Le but de la radiothérapie, c'est de diminuer le risque de récidive loco-régionale du cancer du sein. C'est-à-dire que même après un geste chirurgical bien fait, il peut rester des cellules qui sont microscopiques et par définition donc invisibles. Et donc nous, on vient prévenir ce risque après le geste chirurgical. Alors je vais me tourner vers le docteur William Mina. Donc vous êtes oncologue. Quel est votre rôle, vous, dans cet accompagnement, pareil, après la chirurgie? Le micro ne fonctionne pas. Bon, je pense que le micro, il a préféré rester avec Ségolène. Je suis, comme vous l'avez dit, je suis oncologue médical dans l'hôpital, et mon rôle est complémentaire avec mes collègues. Alors, je veux insister sur un peu quelques points. Que numéro 1, comme Dr Grolier l'a dit, qu'il y a une femme sur 8 maintenant, pendant la durée de sa vie, qui sera confrontée à un cancer du sein. Ça, c'est un chiffre à ne pas négliger du tout. C'est un chiffre important. Il y a presque 15 à 20% de ces femmes qui sont actives dans une activité professionnelle, qui risquent de perdre jusqu'à 5 000 € par an de leurs revenus au moyen, si c'est une personne en activité, entre les invalidités, les arrêts maladie, tout ça, une famille peut perdre jusqu'à 500 € par mois. Ça, c'est important. Ça, oui, c'est les conséquences après ce sont pour la des vie, conséquences. Oui. Les chiffres dans un pays comme la France, qu'on a seulement 50 à 60% seulement des patients qui sont couverts par le dépistage. Même ici dans l'Aube, on est un tout petit peu au-dessus des moyennes nationales. C'est dommage qu'il y a 40% des femmes qui ne sont pas dépistées dans nos jours. Parce que malgré tout, le cancer du sein, même si c'est un cancer qui est connu, que bon, on a la réputation, c'est un cancer du sein, les médecins arriveront à le traiter. Quand un cancer du sein, c'est dans la même phase localisée stade 3, il y a une patiente sur 2 qui sera morte dans 5 ans. Alors de ne pas dépister, ça c'est vraiment une perte de chance importante pour une patiente, surtout si cette patiente elle est en activité. Encore en activité. La deuxième chose, que la chirurgie, comme l'a dit M. Grolier, M. Fabre, ça reste le traitement curatif d'excellence jusqu'à maintenant en 2019. Et on a la chance que maintenant, ici dans la région, on a un parcours de soins qui est complet.
entre la diagnostic, la diagnostic par les mammographies pendant le dépistage ou autre parcours, suivi par une chirurgie. On n'est pas obligé, les femmes elles ont peur que si on fait la diagnostic du cancer, je vais perdre mon sein, je vais perdre ma féminité. Maintenant, c'est pas obligatoire qu'on enlève la tumeur on enlève le sein dans tous les cas. Quelquefois, on enlève la tumeur seulement. Alors, il ne faut pas jouer à l'autruche parce que quelquefois, c'est dommage, c'est une perte de chance. La deuxième chose importante, comme l'a dit M. Fabre, c'est avant, on travaille tous en équipe. Avant de commencer tout le parcours, il y a des réunions où on valide toute la stratégie du traitement dès le début de la patiente. Est-ce qu'on va faire la chirurgie au début, la chimie au début, la radiothérapie? Alors, on travaille en équipe, pour que le parcours soit cohérent. Moi, la plupart du temps, mon rôle, si on a besoin de la chimiothérapie, vient entre la chirurgie et la radiothérapie. Si on a besoin d'hormonothérapie seulement, on espère que ce soit le cas si la maladie elle est trop localisée, on l'a trouvée tôt dans le parcours, c'est pas nécessaire que tous les patients de la chimiothérapie, c'est pas obligatoire. Parce qu'il y a aussi, il y a des femmes qui ne font pas de dépistage parce qu'elles ne veulent pas avoir de la chimiothérapie. Maintenant, la chimiothérapie, c'est pas le monstre qu'il était il y a 10 ans. Les patients peuvent faire leur vie tranquillement, sans être enfermés chez elles entre deux cures. Et c'est pas pour tous les cancers. Et c'est pas pour tous les cancers, surtout si on les découvert tôt dans la maladie, les petites tumeurs. Et c'est pour ça que le dépistage a été fait, pour que moi je sois en chômage. Et c'est ça que j'espère en fait. Voilà, écoutez, on espère alors du coup aussi moins de travail pour vous, ça veut dire moins de cancer du coup, c'est ça, hein, docteur Mina? Je ne serais pas contre de ne pas administrer de la chimiothérapie. Si le dépistage fonctionne bien, je ferai moins de chimiothérapie, mais en fin de compte, ce sont les patients qui seront gagnantes. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. La suite de notre émission Leur Travail, c'est la santé sur RCF au Haut-de-Marne à l'occasion d'Octobre Rose. Le dépistage donc, du cancer du sein, le dépistage organisé. Et on évoque dans cette émission tout le parcours. Ensuite, après la pause du diagnostic, nous sommes avec Camille Labille. Vous êtes donc infirmière de ce qu'on appelle le dispositif d'annonce. Et vous êtes à l'écoute des patientes tout au long du parcours? C'est ça, c'est un temps d'accompagnement soignant, infirmier, mais il y a aussi maintenant des consultations aussi par des manipulateurs en radiothérapie avant les séances de radiothérapie. Si vous voulez, c'est un temps qui a été structuré grâce au plan cancer. Et donc, ce dispositif existe depuis fin 2016 au centre hospitalier de Troyes. Nous sommes 2 infirmières, à temps complet, du lundi au vendredi, pour recevoir dans un cadre d'entretien, de consultation infirmière, un temps offert aux patients. C'est un lieu où on reprend tout ce qui est information médicale, parce que vous avez le cancer, ça reste quand même une effraction dans la vie d'une femme. Le cancer du sein pour la femme. Voilà, dans une effraction dans la vie d'une femme à tout âge. Et effectivement, il y a toutes ces émotions, ces peurs, ces craintes. Donc on est aussi là pour faire exprimer tout ce ressenti, ces émotions également. Donc voilà, il y a aussi, comme a évoqué tout à l'heure Dr Mina, toutes les conséquences autres que psychologiques, les conséquences sociales, puisqu'il y a des répercussions sur le plan professionnel, avec les arrêts de maladie, les pertes de salaire. Vous avez également des mères de famille, donc avec des problèmes d'organisation ou de questionnement sur l'organisation de la vie quotidienne. Et il y a également tout ce qui également relève de l'image de soi, de l'estime de soi, lorsqu'il s'agit d'une tumorectomie partielle, la cicatrice peut être mal vécue. Et puis lorsqu'il s'agit d'une mammectomie,
famille, c'est encore pire. Hein. Donc il y a tout ce temps d'écoute qui est nécessaire. Hein. Et puis en fonction, si vous voulez, on avance, on est là tout au début de l'annonce médicale du cancer, du diagnostic, mais on accompagne aussi toutes ces patientes tout au long de leur parcours de prise en charge, donc au moment de la chirurgie, au moment des décisions thérapeutiques, avant la chimiothérapie. On est en fait en complément de l'équipe médicale parce qu'on est aussi, si vous voulez, on est aussi dans le pratico-pratique. Voilà, si j'ai des enfants, comment je peux faire pour avoir des aides, c'est quoi le 100%, une personne isolée, une personne âgée isolée, elle peut, toute seule, il faudra aussi mettre en place des aides à domicile. Donc c'est juste pour vous dire aussi que nous, on travaille également avec des professionnels, des autres collègues de santé qu'on appelle entre guillemets les soins de support. Ce sont des professionnels qui gravitent autour de la personne, qui sont là pour participer, si vous voulez, à optimiser le parcours, pour apporter une meilleure qualité de vie, parce que c'est important, que les patients puissent avoir une qualité de vie préservée, continuer aussi à mener la vie de manière la plus normalement possible. Donc voilà, l'importance aussi de l'accompagnement après la rémission aussi. Voilà, il y a aussi l'après-cancer, parce que se posent aussi toutes les questions de réinsertion professionnelle. Il y a aussi l'incertitude par rapport au devenir, la peur aussi de la rechute. Et puis, quand vous êtes passé par l'épreuve du cancer, il y a des priorités qui changent aussi. Hein. Donc, effectivement, le soutien psychologique et l'accompagnement psychologique est aussi indispensable. Donc, vous êtes à disposition à n'importe quel moment, finalement. Hein, en fait, nous travaillons étroitement avec les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes. Les patients aussi peuvent nous appeler directement, les équipes soignantes également. Enfin, soit sur place ou par téléphone. Par téléphone également. Donc, ils ont nos coordonnées à tout moment. Merci beaucoup pour votre témoignage, Camille Laby, donc infirmière du dispositif d'annonce ici à l'hôpital Simone Veil. On arrive presque au terme de cette émission Leur travail, c'est la santé, à l'occasion d'Octobre Rose, le dépistage du cancer du sein. Est-ce qu'on peut donner du coup des numéros, un contact, enfin dire où il faut aller pour se faire dépister? Je reviens vers vous peut-être, docteur Frédéric Grolier. On se renseigne à l'hôpital, à l'association ADECADIS qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors oui, en effet, c'est l'association ADECADIS. Et donc le docteur Michel Thérion et son équipe qui gèrent l'envoi des courriers d'invitation. D'ailleurs, je le remercie pour les chiffres qu'il m'a transmis très récemment pour préparer cette émission, qui sont les chiffres au bois de l'année 2018. Et donc sur le courrier d'invitation que les patientes reçoivent, il y a les adresses de tous les radiologues hospitaliers ou de ville où les patientes peuvent faire leur mammographie dans le cadre de cette campagne de dépistage organisé. J'en profite très vite pour faire la promotion, puisque c'est le mois Octobre Rose, d'un programme qui s'est mis en place, qu'on appelle MyPEBS et My Personal Breast Screening. C'est un programme une étude clinique internationale qui va être proposée en France, qui est ouverte en France depuis peu, qui est conduite par le docteur Delaloge de l'Institut Gustave Roussy, qui vise à étudier notre pratique de dépistage organisé telle qu'elle existe aujourd'hui, comparée à une pratique de dépistage, on va dire, individualisée, basée sur un calcul de risque individuel. Et cette étude permettra peut-être de faire évoluer nos pratiques. Donc toutes les patientes qui seraient intéressées par la participation à cette étude peuvent se renseigner sur le site MyPEBS. Merci beaucoup pour cette précision, docteur Frédéric Grolier, chirurgien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je remercie aussi le docteur Joseph Fabre, radiothérapeute, docteur William Mina, également oncologue, vous, Camille Laby, infirmière du dispositif d'annonce, et Ségolène Coulon qui était avec nous en début d'émission, radiologue et scénologue. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission Leur travail, c'est la santé, qui revient le mois prochain sur RCF au Haut-de-Marne. Bonne journée. Merci.